De 2020 à 2023, un ancien salarié de Veolia Hautes-Alpes, que nous appellerons Hervé pour préserver son anonymat, relève de nombreuses défaillances et des rétentions, voire falsifications dans les données transmises aux autorités au sein des stations d'épuration de la communauté de communes de Serponçon, dont la gestion est confiée à la société Veolia Hautes-Alpes à travers une délégation de service public. Il décide tout d'abord d'alerter en interne, localement, avant de remonter au niveau national, puis de saisir des organismes externes. Le Défenseur des droits, l'ANSES, la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations des Hautes-Alpes. En 2023, il est licencié officiellement pour faute grave, mais en 2024, la Maison des lanceurs d'alerte et le Défenseur des droits émettent un avis favorable sur le statut de lanceur d'alerte au sens de la loi. Veolia Hautes-Alpes, pratique opaque en eau trouble. Donc voilà pourquoi je suis rentré chez Veolia par rapport à l'éthique qu'il prenait. Il a fait de multiples signalements sur de très nombreux dysfonctionnements au sein de Veolia. Il a fait ce travail parce que lui, il a souffert, parce que lui, il a vu les salariés dont il était responsable souffrir au travail. C'est un lanceur d'alerte parce qu'il a signalé en respectant la procédure de signalement imposée par la loi. J'ai travaillé dans beaucoup de process différents et j'avais rarement vu des installations aussi vétustes. Un podcast enquête de RAM 05. En collaboration avec Mediapart. Premier épisode. Alors je travaillais dans de multiples secteurs. J'ai été dans le social, j'ai été dans la technique, dans le bâtiment. J'ai fait un peu d'industrie. J'ai fait beaucoup d'intérim en fait. Alors, j'ai profité du Covid. Je me suis posé, je me suis dit je cherche sérieusement du travail, je cherche sérieusement quelque chose qui avec un prolongement. Et donc là, il y avait un vrai choix d'entreprise. Donc j'ai pris du temps à répondre à l'annonce de Veolia. Et en parallèle de ça, j'ai postulé à la SNCF. Et les deux entreprises m'ont répondu favorablement. J'ai passé tous les tests à la SNCF. Mais parallèlement à ça, Veolia communiquait autour de la bienveillance et du management par la pyramide inversée. Et c'est des choses qui sont chères à mon cœur. La bienveillance appelle la bienveillance. Je considère que chaque salarié qui se sent valorisé va essayer de tout faire pour être valorisé. Donc voilà pourquoi je suis rentré chez Veolia par rapport à l'éthique qu'il prenait, les valeurs qu'il prenait et le fait aussi bien entendu que ce soit sur place alors que la SNCF m'aurait fait quand même faire quelques kilomètres. Attestation de Nicolas, ancien salarié de Veolia. J'ai travaillé pendant 32 ans pour l'entreprise Veolia comme technicien de maintenance, avant d'être licencié en 2022 pour inaptitude à tous les postes pour cause de burn-out. Ce que j'écris n'a d'autre but que de contextualiser la situation dans laquelle j'ai évolué pendant 4 ans au sein de l'équipe d'Embrun dépendant de l'agence de Gap. Lors de mon arrivée, en 2018, j'ai visité les différentes installations que nous avions en charge et je n'ai pu que constater l'état de délabrement global des dites installations. Il apparaissait que, mis à part l'exploitation au quotidien, l'entretien et la maintenance des équipements étaient en souffrance. Je citerai quelques exemples, comme l'utilisation d'une gestion de maintenance assistée par ordinateur qui n'était pas à jour et exclusivement gérée par notre responsable. Cela induit obligatoirement des problèmes de gestion et de planification. La plupart des équipements de levage étaient obsolètes et dangereux. Les armoires électriques de la station étaient surchargées de fileries et câbles divers jamais démontés au fur et à mesure de l'évolution de celle-ci. Le système de ventilation de la station d'épuration est sous-dimensionné, ce qui est dommageable pour les biens et les personnes. L'ensemble des bâtiments ne pouvant être mis en dépression, ce qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Les rampes d'air sur les filtres n'étaient plus réglables du fait de leur colmatage, ce qui engendrait des dysfonctionnements et devenait très compliqué pendant la saison touristique. J'ai travaillé dans beaucoup de process différents. J'ai travaillé dans l'automobile, dans la chimie, dans la dépollution mercurielle. Enfin, j'ai travaillé dans pas mal de secteurs d'activité. Et j'avais rarement vu des installations aussi vétustes. Clairement. Pas mal de matériel. J'ai l'impression, à un moment donné, j'appuyais sur un bouton. Il y avait une disjonction, les plombs sautaient, les machines s'arrêtaient. Plus quand je suis arrivé, il y a eu un renouvellement de l'automatisme. Avec aucun cahier des charges qui avait été mis en place en amont de ces travaux, et donc avec plein de défauts, plein d'erreurs
dans la programmation. Et donc il a fallu pendant les 3-4 premiers mois bosser presque 24/24 parce que je la pilotais à moitié, presque en manuel, la station, quoi. Et donc l'intérêt de toutes ces difficultés à ma prise de poste, c'est que j'ai dû acquérir les compétences très rapidement. Donc quand je suis arrivé à la CCSP, Communauté de communes de Serponçon. comme salarié chez Veolia, j'ai eu tout de suite des informations remontées par mon équipe qui me disaient que la sécurité était un peu mise de côté au sein de Veolia. 15 mai 2019. Mail de Pierre à la direction des opérations de Veolia Alpes du Sud. Bonjour. J'ai bien pris acte du petit sermon concernant le chantier des ors, pour le non-port du casque dans un bureau. Je tiens juste à préciser que je pense être un employé adulte et responsable, et qu'à aucun moment ma sécurité n'est engagée. Mais il est vrai que malgré tout, j'ai eu tort. Par contre, il faudrait que tu m'expliques, puisqu'on parle de sécurité, pourquoi je continue à déshydrater des bennes vétustes, percées, fendues, dont les systèmes de verrouillage ne fonctionnent pas toujours. Les capots sont cassés, ou là, il y a un vrai risque. Pourquoi je dépote des produits chimiques à proximité d'une rivière sans rétention ? Pourquoi le ventilateur d'air vicié dans les bureaux ne fonctionne plus ? Pourquoi je continue à utiliser des potences et palans déclarés hors service par les organismes de contrôle ? La liste n'est pas exhaustive, mais il me semble que tu es au courant de certains de ces dysfonctionnements sécuritaires. Je m'emploierai, comme toujours, à être vigilant, respecter les consignes et d'exercer à l'avenir mon droit de retrait quand mes lieux de travail ne seront pas conformes en termes de sécurité. Un exemple qui me vient à l'idée, c'est un palan. Donc le palan, c'est un système de levage qui permet de lever des matériels lourds. Donc notamment sur les postes de relevage, où là on a des pompes, et des pompes qui se bouchent régulièrement à cause de lingettes ou de chiffons ou de toutes choses, quoi. Et donc un palan défectueux qui était très oxydé, qui faisait cloc 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 quand on le montait, qui faisait quand même flipper un peu tout le monde, voire beaucoup. Alors qu'il n'était pas prévu au renouvellement, il devait être remplacé. Pourquoi ? Parce qu'il est situé dans un endroit où il y a beaucoup de gaz toxiques, et ce gaz est très oxydant aussi. Là, le souci, c'est qu'à chaque fois qu'on levait une pompe, il fallait qu'on s'écarte. Mais quand on le remet, on l'oublie. Enfin, à n'importe quel moment, ce palan aurait pu nous tomber dessus, quoi. La dangerosité, c'est que, oui, c'était un potentiel grave accident, en tout cas. Écrasé, oui. Dès mon arrivée, j'ai demandé à le changer. J'ai envoyé les informations techniques à la responsable des opérations. Et suite à ça, j'ai laissé couler. Elle m'a envoyé un devis 2 mois plus tard que j'ai validé. Et suite à ça, toujours rien ne se passe. Mars 2021. Mail du manager d'un service local au responsable des équipes Alpes du Sud. Bonjour. Suite à un accident mortel, enquête en cours d'une personne travaillant pour un sous-traitant de Veolia sur la steppe d'Avignon. La personne a été écrasée par la charge accrochée à une grue via une élingue. Merci de faire une minute de sécurité sur le sujet au cours du mois d'avril. 6 juin, le support. Je rappelle que tout palan, élingue abîmée, doit être mis au rebut directement, jeté et non donné à qui que ce soit si besoin d'élingue, palan. Dites-le moi. Merci. On nous dit de supprimer tous les palans HS. Je me dis, je vais recevoir enfin mon palan. Ça fait 6 mois, plus de 6 mois que je le demande. Toujours rien. En parallèle de ça, ce palan avait déjà été demandé avant mon arrivée. Donc c'est quelque chose qui traînait. Bon, résultat du compte, vu qu'il n'était pas prévu au renouvellement, il y a eu un décalage, ça ne va pas se faire en 2021, mais en 2022. Et suite à ça, j'ai trouvé une option que j'appelle résilience. J'ai profité du remplacement du palan d'un autre endroit pour récupérer l'ancien, qui était presque neuf, pour remplacer ce palan qui était défectueux et qui était dangereux. Voilà. On a fait beaucoup de système D. Durant mes 2 ans et demi, j'ai fait beaucoup de système D. Je ne suis pas si chimiste, mais beaucoup de gaz toxiques existent dans une station d'épuration, notamment le H2S, qui est très dangereux pour la santé, et aussi pour le matériel.
Donc on a besoin d'une extraction, d'une désodorisation, d'une ventilation, c'est-à-dire un apport d'air neuf et une extraction d'air vicié pour pouvoir assainir l'air. C'est l'objectif donc c'est obligatoire dans toute station d'épuration. Notamment dans la salle de supervision qui est située à l'intérieur de la station, mais là où il y a quand même tous les câblages électriques, tous les automates, plein de petits matériels électroniques, et justement qui sont aussi très fragiles avec ce gaz, ce H2S. Et cette extraction ne fonctionnait pas depuis à minima mai 2019, date à laquelle un de mes collègues avait envoyé un mail à la direction. Donc dès mon arrivée, j'ai décidé de changer ce caisson d'extraction. Donc ça s'est fait très rapidement après mon arrivée, je saurais dire exactement quand. Deuxième exemple, un jour, la responsable des opérations nous demande s'il y a un système de coupure automatique de l'air dans la station. Bonsoir Hervé. Est-ce que tu pourrais me dire si on peut mettre en place une coupure automatique de la désodorisation d'Embrun sur plage horaire ? Par exemple, 2h à 4h du matin. Possible sur l'automate ? Ou possible par ajout d'horloge dans l'armoire ? D'avance, merci pour ton retour. Réponse possible, semaine prochaine, ça me va bien. Pas besoin ce soir. Je lui réponds dans un premier temps oui. Il existe un système de coupure, c'est un système d'horloge où on peut couper sur des plages horaires cette désodorisation. Je parle de la désodorisation totale de l'usine. Suite à ce mail, je fais une réunion, une minute de sécurité autour de ce sujet. Et là, toutes les idées fusent. C'est-à-dire, non, c'est dangereux. Enfin, si on est d'astreinte, qu'on arrive, comment on fait ? Et donc là, j'envoie pas mal de questions à mon responsable et à la responsable des opérations en leur précisant nos inquiétudes. Et là, mon responsable me renvoie un mail avec mes réponses en rouge. Salut. Vous avez tous un détecteur 4 gaz, surtout H2S, qui sert aussi sur les autres steps. Si doute, donc, si le détecteur bip, on sort, on remet la ventilation en route et on réessaie de rentrer dans les locaux. Tout gain en vaut la chandelle. Si tout est fait en sécurité pour le personnel, les détecteurs perso portables sont donc importants. L'arrêt se ferait de 1 heure à 4 heures pour le moment. Cela fait 4 heures multipliées par conso énergie et par 365 jours. On en reparle très rapidement. À plus. Donc en fait, là, ce que me propose mon responsable, c'est de remplacer une mesure collective, c'est-à-dire la suppression du danger, par une mesure non pas d'équipement de protection, mais d'équipement de détection. Ce qui est hyper grave. On a l'impression de reculer de 50 ans sur l'analyse des risques. Voilà pour la petite histoire. Donc suite à la réponse de nos inquiétudes, j'ai refusé tout simplement de couper cette désodorisation. Je parlais tout à l'heure des détecteurs 4 gaz, mais il y a aussi l'extraction des boues. Et là, au niveau de cette extraction, il y a des gaz lourds. Donc avec mon expert process, on avait décidé de déshydrater plus souvent, mais moins. Donc qui dit plus souvent, dit qu'il faut le faire. Il faut le faire presque tous les jours. Donc je déshydratais énormément aux ors, à Embrun, aux ors, à Embrun, aux ors, à Embrun. Et il est clair que ça a affecté mes poumons. Pendant la procédure à mon encontre, j'étais en arrêt maladie et j'ai eu des entretiens avec la médecine du travail qui reconnaissaient une inaptitude au poste et donc m'interdisaient tout simplement de travailler dans des stations d'épuration. Il a fait un travail énorme. Anne Grosbois. Il a fait ce travail parce que lui, il a souffert. Membre du conseil d'administration de l'Association de défense des usagers de l'eau potable et de l'assainissement dans l'Embrunais. Parce que lui, il a vu ses amis, ses salariés, les salariés dont il était responsable souffrir au travail. Il a compris qu'il y avait tellement de dysfonctionnements, tellement de manquements à beaucoup de choses, à la DSP, au droit du travail et tout, qu'il a réagi comme ça. C'est un lanceur d'alerte parce qu'il a signalé en respectant la procédure de signalement imposée par la loi. Manon Isermans. Et sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des faits dont il a eu connaissance dans le cadre professionnel et qui constituaient à la fois des violations de la loi et du règlement et des atteintes à l'intérêt général. Responsable juridique à la Maison des lanceurs d'alerte. Concrètement, donc, l'élément matériel de l'alerte, c'est la violation de la loi et du règlement par Veolia, notamment en matière de santé et sécurité des salariés, de protection de l'environnement et de délégation de services publics. Quand on creuse un peu, sur l'élément matériel, en gros, nous, ce qu'on va regarder à la Maison des lanceurs d'alerte,
c'est si on ne demande pas à... En fait, le lanceur d'alerte ne peut pas être juge, donc on ne lui demande pas d'être certain à 100% qu'il y avait effectivement violation de la loi ou du règlement, mais on lui demande d'avoir des motifs raisonnables de croire à l'existence de l'alerte. D'où l'importance des pièces, en fait. Il faut qu'on ait des éléments qui montrent qu'il avait des raisons assez solides de penser que les faits qu'il énonçait étaient effectivement avérés. Donc nous, en fait... on porte ça depuis des mois et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que on est content que ça sorte et on est content pour lui. Et puis après, voilà, on peut parler des divers points qu'il a soulevés. Donc là, par exemple, il a dénoncé des manquements récurrents à la réglementation en matière de gestion des eaux usées, susceptibles d'ailleurs d'avoir des conséquences sur l'environnement et la santé. Par exemple, mais il y a eu beaucoup d'autres éléments, mais il a alerté sur la non-déclaration de graves dysfonctionnements de la station, comme le déversement de 3200 litres de chlorure ferrique sur 24 heures. Veolia Eau d'Alpe. Produit très toxique dans la Durance. Pratique opaque en eau trouble. Un podcast enquête de RAM 05. En collaboration avec Mediapart.